Bonjour à vous, ici Gabriel. Et Sophia. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet financier assez pointu qui nous vient des États-Unis, Prisma Lending et ses fameux prêts immobiliers ITIN. Oui, des prêts pour des personnes sans numéro de sécurité sociale américain. Exactement. Et la question qui circule, c'est est-ce qu'on assiste à un retour des subprimes, mais cette fois ciblant les travailleurs immigrés? Ou est-ce que c'est, au contraire, un outil pour les aider à s'intégrer économiquement? C'est ça. On va essayer de décortiquer un peu tout ça, voir ce qu'il y a derrière les gros titres. Alors, Prisma Lending Group, qui sont-ils? Fondé par un couple d'immigrés brésiliens, Monica et Luis Serva. C'est ça. Et leur mission affichée, c'est d'autonomiser la communauté latino par l'accès à la propriété. Une belle mission sur le papier. Et comment ça se traduit dans leur modèle économique? Ils ciblent très clairement la communauté hispanique. Ils ont du personnel bilingue, une approche culturelle. C'est une niche, quoi. Une niche où il y a moins de concurrence, j'imagine. Exactement. Et ça leur permet de proposer des produits un peu spécifiques, comme les prêts non MQM, qui sont hors des clous habituels. Avec potentiellement des taux ou des frais plus élevés? Oui, c'est souvent le cas. La mission permet aussi, disons, de justifier une marge peut-être un peu plus confortable sur certains aspects. Intéressant. Ils intègrent même le risque politique. J'ai vu passer une info sur un webinaire après l'élection de Trump sur le risque d'expulsion. Ah oui, ça montre qu'ils gèrent pas seulement le risque financier, mais aussi le contexte politique très particulier de leurs clients. C'est assez unique. Et la réglementation dans tout ça? Ils ont eu des soucis? Il y a eu un petit accord avec le régulateur de New York en 2016, rien de majeur, et un audit du HUD en 2012 sur leurs prêts FHA. FHA, l'Agence fédérale du logement, c'est ça? Oui, l'audit n'a pas trouvé d'irrégularité majeure, même si leur taux de défaut sur ces prêts FHA spécifiques était, à l'époque, un peu au-dessus de la moyenne nationale, faut le noter. Mais venons-en au cœur du réacteur. Le prêt ITIN, qu'est-ce que c'est au juste? Alors, ITIN, c'est Individual Taxpayer Identification Number. Un numéro fiscal, en gros. C'est ça. Pour ceux qui payent des impôts aux US, mais n'ont pas de numéro de sécurité sociale, SSN. Et c'est légal pour les banques de l'utiliser pour identifier un client, depuis le USA Patriot Act. Donc Prisma n'est pas seul à proposer ça. Non, d'autres le font, comme Guild Mortgage par exemple. C'est un produit qui existe. Mais alors, est-ce que c'est comparable au prêt ninja de la crise des subprimes, no income, no job, no assets? Ah, pas vraiment, non. C'est même plutôt l'inverse sur certains points. Les exigences sont assez strictes. Comme quoi, par exemple? D'abord, l'apport personnel. Il est souvent très élevé. 15, 20%, parfois 25% du prix du bien. Ah oui, quand même. Contre 0 ou 3% pour beaucoup de subprimes à l'époque. Ça change tout. C'est un filtre énorme, oui. Il faut aussi prouver ses revenus et son emploi, souvent sur 2 ans, via les déclarations fiscales faites avec l'ITN, des fiches de paie. Il faut aussi un historique de crédit. Oui, un score minimum autour de 620, 660, ou alors des données alternatives comme les paiements de loyer, de factures, et bien sûr une pièce d'identité valide comme un passeport. Et techniquement, ces prêts sont classés non-QM, c'est ça? Non-Qualified Mortgage. Exactement. Parce qu'ils ne cochent pas toutes les cases des prêts qualifiés mis en place après la crise, notamment à cause de l'absence de SSN. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas être facilement revendus ou garantis par Fannie Mae et Freddie Mac, les gros organismes parapublics. C'est ça. Et ça, c'est crucial. Ça signifie que le prêteur initial, comme Prisma, garde le risque dans son bilan. C'est ce qu'on appelle un prêt de portefeuille. Contrairement au modèle prêté pour vendre des subprimes où le risque était vite transféré. Tout à fait. Là, le prêteur a intérêt à ce que le prêt soit solide. Et l'absence actuelle d'un marché secondaire massif pour ces prêts ITS spécifiques, ça agit comme un garde-fou systémique. Pour l'instant. D'ailleurs, si on regarde les chiffres, le mythe du défaut massif pour ces prêts ITN, il tient pas vraiment la route, non? Non, les données historiques montrent plutôt le contraire. Des études, comme celle de l'Urban Institute, indiquent des taux de défaut plutôt bas, parfois même inférieurs à la moyenne pour certains portefeuilles. Comment on explique ça? Il y a sans doute un facteur psychologique fort. Pour quelqu'un dont le statut migratoire est peut-être incertain, perdre sa maison, c'est perdre un ancrage essentiel. Et aussi l'apport important investi. Donc une motivation très forte à rembourser? Probablement, oui. Le risque principal pour ces prêts, c'est moins le risque de crédit classique que le risque politique, le risque lié au statut légal.
Le risque de déportation, c'est un peu le signe noir imprévisible de ce marché. Et les prêteurs, comment ils gèrent ce risque spécifique? Par plusieurs moyens. Une tarification un peu plus élevée, des taux un peu supérieurs, l'apport conséquent qui sert de matelas de sécurité et le fait de garder les prêts en portefeuille. Ils mangent leur propre cuisine, comme on dit. Si on élargit un peu la focale, on voit quand même qu'il y a un boom de la titrisation des prénoms de QM en général, non? Ah oui, tout à fait. Le marché des RMBS non QM, ces titres adossés à des créances hypothécaires non qualifiées, est en pleine croissance. On parle de milliards de dollars émis. Mais les prêts ITIN, ils sont dans ces titrisations. Très peu en fait, et c'est le point clé. L'obstacle majeur, c'est qu'ils ne sont pas éligibles au rachat par Fannie Mae et Freddie Mac, les GSE. Pourquoi ça? Parce que les GSE et la FHA exigent une preuve de statut légal régulier, ce que l'ITN seul ne fournit pas. Du coup, ces prêts restent majoritairement dans les bilans des prêteurs originaux. Donc cette digue réglementaire des GSS à fin achat, c'est ça qui empêche pour l'instant une explosion de ce marché ITIN et limite le risque systémique. C'est un élément central, oui. Ça évite que ce segment de marché ne devienne trop gros trop vite, avec un soutien implicite de l'État via les GSF. Mais il y a des pressions pour changer ça, j'imagine. Bien sûr. D'un côté, des associations comme Unido-Suez ou des think tanks comme l'Urban Institute plaident pour lever ces obstacles, pour favoriser l'accès à la propriété de la communauté latino. Et de l'autre? De l'autre, une partie de l'industrie financière pousse pour assouplir les règles QM en général, ce qui pourrait inclure les prêts ITIN à terme. Le vrai danger, ce serait donc un changement de politique qui ouvrirait les vannes des GSS à ces prêts ITIN. Oui, ça pourrait transformer cette niche en un marché de masse, potentiellement systémique si mal géré. Prisma serait alors une sorte de laboratoire involontaire de ce qui pourrait arriver. Ce qui nous amène à une question un peu critique sur la nature même de Prisma. Mission d'intégration ou modèle prédateur? C'est un peu les deux, non? C'est toute la dualité, oui. D'un côté, ils offrent un service précieux à une communauté souvent mal desservie. Ils permettent de créer du patrimoine. C'est indéniable. Et de l'autre? De l'autre, leur modèle repose sur une vulnérabilité juridique. Et ça se traduit par des coûts plus élevés pour les emprunteurs et surtout ce risque politique qui pèse sur eux, un risque potentiellement dévastateur. On pourrait dire que c'est une réponse pragmatique, peut-être même un peu cynique, à une faille du système, une faille créée par l'impasse politique américaine sur l'immigration. C'est une lecture possible, oui. Ils servent une communauté, mais ils profitent aussi d'une situation complexe. Alors, pour résumer un peu tout ça, Prisma et les prêts itinérants, on peut dire que ce n'est pas la crise des subprimes 2.0. Non, les mécanismes sont vraiment différents. Surtout cet apport élevé exigé et le fait que le prêteur garde le risque. C'est pas rien. Exactement. Ces prêts semblent bien performer, contrairement aux idées reçues, même s'ils coûtent plus cher. Et le vrai gros risque identifié, c'est moins le défaut de paiement que le risque politique. Un changement majeur sur l'immigration. C'est ça. Le risque systémique, aujourd'hui, il semble limité parce que ce marché est assez isolé. Mais il faut rester vigilant. Oui, la pression existe pour intégrer ce marché au système global. Et c'est là que, potentiellement, le parallèle avec 2008 pourrait redevenir pertinent, à l'avenir. Il se laisse une dernière question en suspens, une sorte de pensée un peu provocatrice peut-être. Je vous écoute. Comment un système financier peut-il considérer quelqu'un d'assez fiable pour lui accorder un prêt immobilier sur 30 ans, tout en lui refusant, potentiellement, la garantie légale de pouvoir rester dans le pays pour rembourser ce prêt? C'est une contradiction fondamentale, en effet. Et elle est au cœur de tout ce débat. Voilà pour notre exploration du jour sur Confluence. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à partager vos réflexions en commentaire. À très bientôt.